Bonsoir à tous. Un éclair de lumière porté par le ruisseau s'invita dans la cuvette plastique de l'adolescent et se mit à tourner en périphérie du flux d'eau boueuse. La lumière cristalline finit par freiner sa course, se lever dans les scories et paillettes d'or de la bâtée de Jean de Dieu, 15 ans, orpailleur de son état, qui en perdit l'usage du cœur, de la langue et pour un court instant le bénéfice des tympans. Sa poitrine bondit, plus un son ne lui parvenait à l'exception du sang pulsant dans ses tempes. Il en oublia l'eau qui s'engouffrait dans ses bottes. Seuls ses poumons sifflaient en vain un orage de bonheur muet. C'est mon jour magique, Caribou Lapierre, Caribou dans ma poche. Ces mots sont signés Alain Lallemand, il est l'invité de LCR ce soir. Elle a surgi des entrailles de la terre. Une pierre si rare que l'homme est prêt à tout pour se l'approprier. Et quiconque la touche finit avec du sang sur les mains. Ce diamant est mon ticket de sortie de ce maudit continent. Où tu l'as planqué? Si t'es toujours vivant, c'est seulement parce que tu sais où il est. Tu vas me le trouver. Mon fils! Où est mon fils? Et si je t'aidais à retrouver ta famille? On fait équipe, nous deux! Je ferai jamais équipe avec toi! Vous vous servez de lui? Je me sers de lui, et vous vous servez de moi, c'est comme ça que ça marche. Vous allez voler son diamant? Quelle importance! On m'a déjà tué! Tu vas nous montrer sa cachette. Ce diamant est sa seule chance de pouvoir récupérer son fils. Et si je voulais vous accompagner? On s'accroche! Je me fous de savoir qui est là-dessous, pas de quartier! Donne-moi ce diamant. Dis-lui où il est! Dis-lui! Ma famille! Ma maison! Tout! J'ai tout perdu! Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Voilà, Blood Diamond, film d'Edward Zwick avec évidemment Leonardo DiCaprio, comment ne pas le reconnaître. Bonsoir Alain Lallemand. On n'est pas très loin de votre univers évidemment, mais vous allez beaucoup plus loin et beaucoup plus proche de la réalité puisque vous êtes aussi journaliste d'investigation avec L'homme qui dépeuplait les collines. C'est votre nouveau roman qui vient de sortir chez Lattès. Je voudrais qu'on parle évidemment de ce roman. Avant ça, un petit peu de l'ambiance en ce moment. Le roman d'abord, il est sorti début mars, 6 mars. Le 4 mars, très exactement, présentation dans les librairies le 10 mars, donc et pas de bol après, paf, donc ça veut dire beaucoup de travail pour essayer de le faire vivre sur les réseaux sociaux, ouais. Être sûr que les libraires au déconfinement ouvrent bien les caisses et remarquent ce livre, voilà, évidemment. C'est dur, hein. Alors maintenant les interviews, etc. Bon, les librairies ont rouvert, les bibliothèques aussi, donc c'est peut-être le moment de faire une séance de rattrapage. Moi j'ai une autre question aussi, ça m'intéresserait de savoir comment le journaliste attentif que vous êtes voit le monde aujourd'hui. Je pense particulièrement aux États-Unis. Il se passe énormément d'événements après l'assassinat de George Floyd, la réaction des autorités américaines, de Trump, etc. On a l'impression que c'est un petit peu une sorte de chaos. Il y a quelque chose aussi presque de fictionnel là. Moi, ce qui m'intéresse, parce que j'ai quand même passé pas mal d'années de ma vie comme journaliste, grand reporter à l'international, c'est la manière dont la droite française est en train de lâcher les États-Unis. Et ça me semble stratégiquement intéressant. C'est-à-dire que les think tanks commencent à penser que la Chine, la Russie sont des puissances de prédateurs, mais les États-Unis aussi. Ça, c'est très nouveau. Ça s'est passé cette semaine, des déclarations dans le Figaro. Ça m'intéresse. Je me dis, tiens, le monde est en train de bouger. Alors, il bouge très vite, parce qu'il y a le Covid, on ne va pas encore en parler, on en a beaucoup parlé dans beaucoup d'émissions, mais comment, quand on est journaliste, comment ne pas s'emballer devant tant d'infos, une info qui va très très vite justement, et qui parfois est un peu spectaculaire tout de même, il faut le dire. Je pense que vous devez prendre la distance, la longueur de temps. Moi, je ne pense pas qu'il y aura un après-Covid qui soit très différent de l'avant. Non, le monde d'avant, le monde d'après, vous ne croyez pas? Non, parce que j'ai couvert par exemple l'épidémie de peste en Inde, qui était une hécatombe dans le Gujarat. Il faudra qu'on m'explique ce que ça a changé à l'autre bout du monde. Donc je ne suis pas du tout convaincu que le Covid ait un impact planétaire. Je pense qu'il a un impact qui reste limité à des sous-continents et
regardez la manière dont l'Afrique que j'aime est en train de réagir au Covid. Les personnes disent, mais depuis le début de l'épidémie, certaines personnes sont déjà tombées malades 4, 5 fois d'autres choses. Donc, le Covid, c'est évidemment, on ne va pas le nier, il existe, il va être un drame pour l'Afrique comme pour les autres continents, mais quelle importance par rapport au conflit, par rapport aux autres drames, par rapport à l'incroyable pénétration de HIV dans toute l'Afrique des Grands Lacs. Alors l'Afrique des Grands Lacs, justement, on va en parler, ça, votre roman se passe dans ce coin-là. Et encore, je dirais qu'il y a plus ou moins 3 histoires, mais ça démarre, je lisais le début, un extrait du début du livre. C'est un petit garçon, un orpailleur, il y en a plein d'ailleurs, hein, des enfants. Oui, tout à fait. Donc vous avez des enclaves d'orpailleurs pirates dans les mines d'or, dans les grandes concessions aurifères, parce que les grandes compagnies ont acheté les droits sur de tels territoires qu'ils ne savent pas tout exploiter en même temps. Et par ailleurs, il y a des populations sur ce territoire, donc il faut qu'elles puissent vivre, il faut qu'elles puissent opérer un bénéfice. Et donc, moi j'ai développé une idée romanesque sur une base qui est absolument réelle. Les grandes sociétés minières tolèrent les orpailleurs pirates simplement parce que c'est la manière pour ces populations qui ont déjà subi les guerres de ne pas mourir. Donc il faut pouvoir les stabiliser, leur donner des revenus qui sont des revenus agricoles, mais il faut accepter aussi que ces petits orpailleurs viennent gratter un peu des ressources aurifères de ce qui est finalement leur pays, et dont ils ne voient jamais la rentrée, puisque tout part vers Kinshasa, et de Kinshasa ça part dans de très larges poches qui elles-mêmes sont relayées dans les paradis fiscaux, ce genre de choses. Etc. Voilà. Alors justement, donc ça parle de ça aussi parce qu'il y a le point de vue de ce garçon. Puis en même temps, à Paris, il y a une réunion de journalistes chez Mediapart avec un leaks, comme on dit, qui est lâché, qui vient de Serbie. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais sur de la corruption effectivement en Afrique. C'est une fiction absolue. Moi, l'Africa Leaks, j'en ai rêvé pendant des années. Je ne l'ai jamais vu tomber. Vous les leaks, les différentes leaks. Tout à fait. Donc j'ai fait pendant 5-6 ans pour le soir. On a offert à nos lecteurs absolument tous les leaks de 2013 jusqu'à 2018. Football, on en a raté aucun. Donc on s'est vraiment épuisé et de temps en temps on a vu des bribes qui venaient d'Afrique. C'est vrai. Et donc j'ai été puisé dans ce que je voyais remonter de la République démocratique du Congo. Lorsque je parle des banquiers, par exemple de certains opérateurs financiers qui se trouvent par exemple avenue Molière, oui, je ne suis pas totalement dans la fiction évidemment, parce que je pense qu'une des grandes éthiques du romancier journaliste, c'est au moins de pouvoir imaginer un réel alternatif qui ne contredise pas ce que le journaliste sait du monde dans lequel on vit. Je me sentirais très mal si je devais raconter un monde de bisounours. Et je me sentirais tout aussi mal si je devais présenter un monde qui va plus mal que ce que le monde ne va. Donc j'essaie au moins de rester dans du vraisemblable. Oui, du vraisemblable. Vous mélangez des faux noms. J'étais voir un petit peu sur Google, mais ces gens-là n'existent absolument pas. Mais Kabila, par exemple, est bien présent. Kabila est bien présent parce que j'invite M. Kabila à lire ce livre, et puis à la fin du livre, il aura sans doute... il se dira, ah ouais, mec sympa l'allemand quand même. Donc, et ça ne vous gêne pas? Ça ne gêne pas le journaliste que vous êtes de mettre du romanesque sur du vraisemblable ou une certaine... Ça ne me gêne pas du tout. J'ai travaillé des années pour un grand collectif de journalistes d'investigation, dont on a tiré de nos travaux 2 films, dont Les Diamants du Sang. Sans les enquêtes que nous avons faites au Libéria, jamais on n'aurait pu créer des fictions qui relayent en fait cette réalité. Je me suis rendu compte, moi, en couvrant les guerres, qu'il était impossible de faire passer toute une série d'informations juste dans les colonnes d'un quotidien. Et c'est là que je vais trouver mon inspiration en tant que romancier, c'est me dire, il y a une partie du réel que je ne peux transmettre que par la fiction. Alain, l'allemand, ça montre aussi, la fiction, elle permet aussi de montrer la fragilité aussi de tout ça, parce que on est journaliste, on reçoit une fuite comme ça excitante, vous décrivez d'ailleurs très bien cette excitation des journalistes, on voit que c'est du vécu. Mais après, ça reste fragile. Est-ce que c'est une vraie fuite? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière, etc. Et là, vous décrivez bien aussi les doutes qu'assaillent tous ces gens. Très sincèrement, est-ce que vous auriez cru qu'on pourrait faire un roman qui ait autant d'emballement sur la
personne d'un journaliste. Non, c'est quelque chose qu'on aurait fait dans les années 70 ou 80. Après, le personnage du journaliste, il a absolument périmé. Et moi, je me suis rendu compte avec ces leaks qu'on était en train de se comporter, je traversais un réel, ma réalité quotidienne de journaliste au quotidien le soir, qui était absolument romanesque. Et je me suis dit, mais Alain, le voilà le sujet de ton prochain roman. Le journaliste, au moins ce genre de journaliste-là, cadre très bien avec une fiction qui va nous emballer, qui va nous faire voyager à l'autre bout du monde. Et parce que vous savez que dans tous mes romans, David, j'essaie de mêler le très proche et le très lointain, je me suis dit, ok, je vais mélanger les orpailleurs là-bas tout au fond du Congo et les révélations qui se passent ici à Molenbeek ou à Paris. Ouais. Ou en Serbie aussi, il faut découvrir le livre pour... Un mot très brièvement, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais un des thèmes aussi du livre, c'est le commerce des enfants, tout ce trafic d'enfants. Je ne sais pas combien ça coûte un enfant en Afrique en dollars. 15 000. Donc ça, c'est un prix qui n'est pas du tout inventé. Et je trouvais dramatique de découvrir ces trafics d'enfants lors de la débâcle de Mobutu en 1997 et me rendre compte que chaque année, ou plutôt, pour être plus correct, tous les 3-4 ans, vous avez un scandale qui est toujours le même, où vous avez des enfants du Congo et du Burundi qui remontent vers l'Europe de l'Ouest, et on fait semblant de redécouvrir que oui, on trafique les identités d'enfants qui sont soumis à l'adoption. Et on promet aux parents que les enfants reviendront à 18 ans. Je suis à peine dans la fiction, là. Ouais, là, malheureusement, ça rejoint une triste réalité. C'est l'homme qui dépeuplait les collines, c'est passionnant. Vous avez compris qu'on est entre la fiction et une réalité parfois difficile aussi. Une réflexion sur le métier de journaliste aussi, je trouve, qui m'a particulièrement touché. Très brièvement, votre coup de cœur, c'est un poche qui est sorti, c'est Zebraska, c'est Isabelle Barry, qui vient de sortir en poche, ressortir d'ailleurs. Il vient de ressortir chez J'ai lu. Alors moi, ce qui m'a absolument sidéré en redécouvrant ce livre, c'est qu'il situait dans les années 20 de ce siècle une grande bascule, le grand burn-out, un incident qui n'est pas très détaillé, mais qui a fait tout basculer. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là que nous sommes en train de vivre et qui va nous interpeller. Allez, passionnant également. Le vôtre, c'est chez Jean-Claude Lattès, je ne l'ai pas cité, maison d'édition. Il faut, ça y est, il est sur les tables des libraires en principe. Et les librairies sont ouvertes, vous n'avez pas d'excuse. L'homme qui dépeuplait les collines. Merci beaucoup, Alain Lallemand. Merci, David. On se retrouve demain, quant à nous, avec d'autres invités. Bonsoir.